Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue aujourd'hui dans le podcast Parlons de votre mental pour l'épisode numéro 6. Je suis heureux d'accueillir un chef d'entreprise, mais également un homme passionné de pêche, mais également bénévolat associatif. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Eric Tessandier. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Écoute, je te remercie. C'est un honneur pour moi de pouvoir passer ces quelques minutes, demi-heure avec toi. Donc, je suis Eric Tessandier. Donc, je suis dirigeant de la société ACS+, une entreprise de nettoyage industriel. Et je suis également président du tennis club de Vernouillet. Voilà, je suis marié et j'ai deux grands-enfants qui sont majeurs maintenant. Alors Eric, comme le veut la tradition, pour que les auditeurs te connaissent un petit peu mieux, je vais te proposer de faire un petit portrait chinois pour commencer l'interview. Est-ce que tu es d'accord ? Ah, je suis d'accord, je t'écoute. Alors, si tu étais une couleur, Eric, tu choisirais laquelle ? Alors, si j'étais une couleur, je serais le bleu du Pacifique. J'ai une partie de ma famille qui habite en Nouvelle-Calédonie. Et si tu veux, voilà, pour moi, le caillou à l'autre bout du monde, ça reste un peu un fantasme, hein, même si j'y ai déjà été plusieurs fois. Mais ouais, ce bleu du Pacifique, c'est incomparable. Si tu devais choisir un livre, et un seul, lequel choisirais-tu ? Alors, je lis pas beaucoup. Il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui m'a marqué. Alors, je vais me répéter parce que je vais encore utiliser le mot Pacifique, mais dans un autre sens, puisque c'est le livre de Dan Millman qui s'appelle Le guerrier pacifique. Et en fait, c'est une histoire qui raconte la rencontre entre un jeune athlète, un jeune gymnaste dans une université américaine et un pompiste d'une station-service. Et ce pompiste va devenir pour l'athlète un espèce de mentor. Il va lui apprendre à se débarrasser un petit peu de toutes les croyances qu'il a pu accumuler tout au long de sa vie pour découvrir vraiment qui il est, connaître ses points forts, ses points faibles et justement donner un sens à sa vie. Et c'est passionnant. D'ailleurs, ça me donne rien d'en reparler, ça me donne envie de le relire. Bon, écoute, je pense qu'en tout cas, ça donnera envie à des auditeurs d'aller l'acheter et de le lire. Si tu devais être un objet, tu choisirais lequel ? Je serais mon flotte tube. Mon flotte tube, c'est les espèces de petits bateaux sur lesquels on s'assoit, on a les pieds dans l'eau et on pêche. On a des palmes et puis on est sur l'eau et on est bien. Oui, effectivement. En plus, j'ai souvenir que tu postes souvent sur, alors je sais plus si c'est Facebook ou Instagram, mais des photos où tu pêches c'est la Seine, il me semble. C'est sur la Seine. Non, sur la Creuse et puis des étangs. Non, je vais pas sur la Seine. Okay. Avec les péniches, j'ai pas confiance. C'est une innovation. Tu serais laquelle ? Une innovation. Je serais Internet. Je serais Internet parce que ça a complètement bouleversé nos vies. Et puis on travaille plus pareil depuis. Ça nous a peut-être asservi d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous a ouvert aussi plein de libertés. Donc c'est contradictoire, mais voilà, ça a tout changé. Si tu étais à un moment de la journée, tu serais lequel ? Le matin. Le matin, j'adore le matin. Quand on se lève, tout est calme. C'est là que tout commence. Alors moi, je suis un lève-tôt en plus, parce que j'aime bien prendre mon temps le matin, lire mon journal, et puis commencer à bosser assez tôt. Et puis le jour qui se lève, c'est magique. Alors quand tu dis que t'es un lève-tôt, tu te lèves à quelle heure ? Entre 5h30 et 6h. Ah oui, c'est tôt quand même. Ouais, tous les jours en plus. Que je sois en vacances, c'est mon heure. C'est pas compliqué, c'est mon heure.
Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Une qualité, je lâche pas, je lâche rien. Donc peut-être l'abnégation, le fait de toujours essayer, toujours ne rien lâcher. Si tu étais une saison, tu choisirais laquelle? Alors je pense que je serais le printemps. Le printemps parce que c'est le moment où la nature se réveille. En plus, il y a encore l'été derrière, donc l'hiver est loin. Et puis, tu vois, moi, je cours beaucoup. Et c'est vrai que le mois de mars, quand tu commences à voir les premiers bourgeons, tu cours, tu commences à voir les premiers bourgeons sur les plantes, sur les arbres. C'est vachement sympa parce que tu te dis que les beaux jours arrivent. Et un petit dernier pour la route. Si tu étais un mot, tu choisirais lequel? Je serais allez avec la ponctuation. Comme dans les matchs de tennis. C'est ça, mais pas que, dans tout. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ouais, déjà, je trouve qu'il est un peu tôt pour me retourner sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je suis plutôt, moi, déjà dans l'instant présent et dans le futur. Maintenant, peut-être une de mes satisfactions, c'est d'être sorti du chemin qui m'était tracé. Je suis très peu diplômé, tu vois, j'ai un bac que j'ai réussi à avoir un peu à l'arrache. Voilà, donc derrière, j'ai pas fait grand-chose en termes d'études. Hein. Et puis me retrouver aujourd'hui effectivement à la tête d'une société qui emploie une centaine de personnes. Ouais, c'est une satisfaction, ouais. C'est une satisfaction parce que c'était pas ce qu'on m'avait prédit. Alors, cette entreprise, tu l'as quand même faite grandir. Ouais. Elle n'était pas aussi prospère au tout début quand tu l'as prise et maintenant. Comment ça s'est passé exactement? Alors en fait, je l'ai pas prise, je l'ai créée. Moi, j'étais directeur commercial d'une société de nettoyage. J'avais réussi à faire considérablement augmenter le chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, les actionnaires de cette entreprise ont décidé de vendre pour faire une plus-value. Et je me voyais pas repartir avec une nouvelle équipe. Je me disais que tout ce que les autres faisaient, moi, j'étais capable de le faire. Donc, j'ai négocié un départ avec eux. Je me suis mis à mon compte. Alors, je suis parti avec quelques clients, mais en fait, pas beaucoup. Et puis oui, je l'ai fait progresser. Je me rappelle, la première année, je devais avoir 5, 6, pas plus, 5, 6 salariés. Et aujourd'hui, on est 111. Là, j'ai fait mes dernières fiches de paye, j'en avais 111. Ouais, c'est quand même un petit peu plus qu'au début, quand même. Ouais, heureusement. Bon, en tout cas, c'est super. Donc, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on t'interview pour Parlons de votre mental avec la casquette de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Et puis après, tu pourras aussi nous parler de tes passions. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle te fait écho? Ouais, parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup évolué. Mais au début, il y avait des choses effectivement qui me paraissaient impossibles, où je me disais oh là là, c'est en dehors de mon domaine de compétences, faut pas que j'y aille. Et puis en fait, on se rend compte que il y a très très peu de choses qui sont impossibles à partir du moment où tu y crois, où tu lâches pas. Et puis surtout se dire que quand on a un objectif, il y a plein de chemins pour y arriver, il y en a pas qu'un. Souvent, on veut te faire croire que voilà, il faut passer par là automatiquement, et en fait, en fin de compte, pas du tout. Tu vois, il y a plein de chemins, il y en a pas un. Chacun a son chemin en fait. Donc voilà, rien n'est impossible. Si tu le veux, rien n'est impossible. C'est pas pour ça que tu y arriveras, mais c'est possible. Aujourd'hui, avec le recul, hein, même si tu es encore en train de développer, de faire plein de choses, de quoi es-tu le plus satisfait? Le plus satisfait, c'est peut-être d'avoir su évoluer. Et puis ce que j'aime, c'est qu'en fait, je me satisfais jamais de ce que j'ai. Donc, je suis pas un gestionnaire. Je suis quelqu'un qui aime avoir des défis, des projets. Et là, ce qui me satisfait le plus, c'est que je continue à évoluer. Tu vois, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau tennis aussi, par le tennis club de Vernouillet. Je vois les choses qui grandissent. Et ça me fait super plaisir. Oui, puis c'est
C'est un peu comme un château que tu construirais et petit à petit il prend toute son ampleur et son envergure au fur et à mesure des années, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, c'est quand tu commences quelque chose, tu te fixes. Alors, j'aime pas le terme objectif, mais quelque part, tu as une vision. Et plus ça va, plus tu te rapproches de la vision que tu avais. Alors la vision, elle peut évoluer parce que il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui fait que tu évolues aussi et que tu vois les choses différemment. Mais tu t'en rapproches, donc ça c'est vachement bien. On va un petit peu aller sur le mental, la thématique du podcast. Si tu devais définir le mot mental, comment le définirais-tu? Je dirais que c'est la faculté à surmonter les obstacles qui peuvent se dresser sur ta route. Avoir un bon mental, je pense que justement, c'est de ne pas les redouter et voire même de les apprécier parce que ça fait partie du chemin. C'est une définition intéressante que tu nous livres. Est-ce que toi, personnellement, tu fais de la préparation mentale ou est-ce que tu as des rituels ou des choses que tu utilises dans la vie de tous les jours? Alors, plus aujourd'hui. Je ressens pas le besoin. Après, quand j'étais plus jeune, alors je parle de ça surtout quand j'allais faire des tournois de tennis, des choses comme ça. J'écoutais beaucoup de discours de coach, des discours de motivation un petit peu. Surtout des discours, mais alors plutôt de coach américain, où effectivement il y a une énergie qui est super positive et qui te donne envie d'y aller. Mais bon, aujourd'hui, je ressens plus ce besoin-là. C'est parce que tu as acquis, tu penses, aussi une certaine expérience que tu connais bien. Ouais. Et tu arrives peut-être plus facilement à te connecter à toi-même aussi. Ouais. Et ça, c'est super important parce que ce qui est fondamental, en fait, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. Et après, de savoir, quand tu connais tes points forts et que tu joues dessus, mentalement, t'es fort. Ce qu'il faut, c'est éviter ses points faibles, en fait, parce que les points faibles vont te rabaisser vers le bas. Voilà, si tu joues sur tes points forts, ça va te valoriser parce que tu vas avoir tendance à réussir. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai un gros problème de concentration. C'est-à-dire que, je vois, l'autre jour, j'étais en formation de 3 heures. Voilà, au bout de 20 minutes, j'avais complètement décroché, j'y étais plus. Donc voilà, je le sais. Et aujourd'hui, dans tout ce que je fais, j'évite de faire des choses qui vont me demander une concentration trop longue. Donc en fait, je jongle d'activité en activité. Tu vois, je peux me dire, je vais bosser sur un devis peut-être une demi-heure, pas plus. Après, je vais passer à autre chose qui a rien à voir. Tu vois, je vais m'occuper du tennis. Et puis après, je vais peut-être aller courir une demi-heure. Mais en fait, j'ai un gros turnover dans mes occupations justement pour éviter de rester concentré trop longtemps et d'éviter de trop rester sur mon point faible. Ouais, je comprends. Et puis ça permet aussi de peut-être de rester motivé aussi du coup. Ouais, parce que là, plus tu réussis, généralement, plus tu es motivé. Et la réussite, c'est sur tes points forts, c'est pas le reste. On va parler un peu de ta confiance en toi. Comment elle s'est construite, la tienne? Écoute, moi, je pense que je l'ai toujours eu assez naturellement. Donc, moi, tu vois, dans mon enfance, j'ai eu une relation avec la scolarité assez compliquée et avec les appréciations qui vont avec. Mais en fait, ça m'a jamais ébranlé. J'ai jamais douté, j'ai toujours eu confiance en moi. Et puis après, j'ai fait des choses, tu vois, j'étais gamin, je faisais un peu de commerce à l'école, tu vois. Et ça m'a permis de garder une certaine confiance en moi. Et c'est difficile parce que je me mets à la place d'autres gamins qui, pareil, quand ils étaient en cours, on leur a dit ça va pas, machin, et puis encore ça c'est soft. Hein. C'est dur quand on te rabaisse à longueur de journée, c'est dur de garder cette confiance en soi. Donc je pense quand même qu'il y a de l'inné, et puis après c'est la vie qui fait que tu l'as ou que tu l'as pas. Tu la gardes ou que tu la développes. Du coup, tu disais que tu avais déjà la fibre du commerce déjà à l'école? Ouais, j'étais en, je sais plus, je devais être en 5e, 4e. Il y avait une mercerie en face de mon collège. Ils vendaient des lacets, des lacets fluo. Et j'allais acheter des lacets fluo. Donc il y avait des jaunes, des roses, des machins comme ça. Je les dépareillais et je les revendais dépareillés. Et je les revendais 2 fois plus cher que je les achetais. Et en fait, ça a commencé comme ça. Excellent. Ouais, ça a commencé comme ça. C'est à quel âge ça? J'étais au collège, j'étais 3e. Non, j'étais pas en 3e, j'étais peut-être 4e, un truc comme ça.
Bon, t'avais déjà le sens des affaires. Ouais. Mais surtout, ça m'amusait, tu vois. Au-delà de l'aspect financier, ça m'amusait. Comment tu fais pour garder confiance quand tu subis un échec ou... Parce que je sais que l'échec, il va arriver à un moment ou à un autre. Donc, je suis prêt. Je sais que ça fait partie du jeu. Donc, après, il faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que mais bon, j'ai eu cette chance que j'en ai pas trop eu non plus. Mais je sais qu'il y a un moment, je vais me planter, mais ça fait partie du jeu et que plus tu entreprends, plus tu augmentes ce risque et que c'est pas parce que tu te plantes une fois que c'est le jeu, t'as perdu. Tu sais, c'est comme un match de tennis, tu vas perdre, c'est pas pour ça que tu retournes pas. Donc, en fait, il faut être prêt psychologiquement à savoir que ça va arriver. La seule question, c'est quand. Donc, au final, il n'y a pas d'échec véritablement pour toi, en fait. C'est des expériences. C'est des étapes. Et puis, alors, tu sais, c'est des phrases bateau, hein, mais on ne perd jamais, on apprend. Mais quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que l'échec que tu as aujourd'hui, c'est ta future victoire demain. C'est ce qui te permettra de l'avoir. Donc, puis ça se, comment dire, beaucoup de personnes que j'ai pu interviewer, c'est souvent ce qu'ils disent, hein. Ça fait partie de l'expérience de pouvoir se planter pour pouvoir ensuite rebondir et aller gagner plus haut. Voilà. Exactement. Tu sais, la victoire, enfin, la réussite, c'est une satisfaction. Ça t'apporte que ça. Ça t'apprend rien t'apprends rien. La défaite, l'échec, c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser. Tu disais qu'à l'école, souvent tu avais des remarques, tu étais rabaissé, que tu as dû t'affranchir du regard des autres à un moment. Ouais, enfin, en fait, t'as pas le choix. C'est que, en fait, ça devient, tu vois, alors, quand tu vas en cours, que tu sais que tu vas avoir une mauvaise note, pardon, en fait, ça devient une routine. Ça devient une routine qui fait plus attention. Tu vois, autant quelqu'un qui a 18 tout le temps, le jour où il a 14, c'est la fin du monde. Quand t'as 6 tout le temps, pas grave, de toute façon, tu as l'habitude. Et puis, le jour où t'as 4, t'as 2 points de moins, c'est pas grave. Donc, au bout d'un moment, tu t'y habitues, tu regardes même plus le regard des autres. Après, moi, j'avais la chance d'avoir, tu vois, des activités en dehors des cours, en dehors de l'école, par le tennis, par tout ça, où j'étais valorisé. Donc, c'est ça aussi peut-être qui m'a permis un petit peu de garder la tête hors de l'eau. Mais voilà, t'as des gamins, ils ont pas ça. Et là, t'as intérêt à être costaud. Je vais te poser la question, comment faire pour y croire quand personne n'y croit par rapport à tout ce que tu me dis là, par rapport à l'école, finalement pas soutenu et finalement rester dans une dynamique plutôt négative d'après ce que tu me dis, même si par le biais de ta confiance en toi, tu as réussi donc à te tirer vers le haut, mais du coup comment on fait pour continuer à y croire? Oui. Je sais pas. Il faut que, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai continué à y croire, je te dis, parce que j'avais quand même en dehors des expériences positives, tu vois. Mais quand tu les as pas, c'est un mystère. Au bout d'un moment, quand tout le monde te dit, t'es nul, tu finis par le croire. Enfin, je pense. Hein. Parce que là, du coup, ce que tu nous dis, hein, si je le comprends bien, c'est que c'est grâce aux activités annexes que tu avais en dehors qui finalement t'as construit ton estime, ta confiance. Et c'est pas forcément à l'école, mais du coup, non. Mais du coup, tu allais le chercher ailleurs. Ouais, j'étais le chercher ailleurs. Donc c'est peut-être ça la réponse en fait. Comment faire pour y croire quand personne n'y croit, c'est peut-être aller chercher ailleurs des personnes qui croient en nous. Ouais, mais il faut l'avoir ce ailleurs. Tu vois, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance, je te dis encore une fois, j'avais le tennis, mais t'as pas tous les gamins qui ont cette alternative. Souvent, ça peut être une rencontre, une personne, un club de sport, hein, tout simplement qui crée le déclic. Hein. Ouais, mais la vie, en fait, elle est faite de ça. La vie, elle est faite de rencontres, d'opportunités, que tu saisis ou pas. Mais il y a plein de choses, en fait, ça se joue à des détails, tu vois, ça se joue à rien du tout. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu as pu faire qui ont changé en tout cas qui t'ont mis un peu comme une fusée sur une lampe de lancement? Ouais, il y a eu des rencontres. Alors tu vois, il y a une personne qui a été très très importante pour moi quand j'étais jeune, justement dans ces périodes où c'était dur. C'est un de mes coachs de tennis qui s'appelle Alain Fauzi. Et qui en fait lui a su toujours il a su toujours me valoriser et j'ai été, tu vois, je pense que si aujourd'hui je suis ce que je suis, je lui dois énormément
parce que il m'a fait découvrir plein de choses et il m'a aidé à me construire. Alors il y a eu lui au départ. Ensuite, la personne avec qui j'ai monté tout au départ mon entreprise de nettoyage. Bon, après on s'est séparés un peu en mauvais termes, mais ouais, parce que c'était mon ancien patron et que ensemble on a monté le truc, on s'est fait confiance mutuellement. Donc tu vois, c'est des rencontres et des moments. Donc voilà. Et comme tu disais, des opportunités aussi qu'on saisit ou qu'on saisit pas. Voilà. Et j'allais te dire le hasard, mais en fait non, parce que le hasard, c'est quoi? C'est des opportunités que tu as justement et que tu vas saisir ou pas saisir. Donc c'est surtout ça. En tout cas, tu es toujours positif tout le temps. Ouais. Je pense que c'est une des marques de fabrique, le positivisme. Ouais. Comment tu fais pour l'entretenir et être aussi positif quotidiennement, ou chaque fois que tu te rencontres, que ce soit au téléphone ou sur les cours, toujours positif, quoi. Comment tu fais? Parce que je me fais plaisir dans tout ce que je fais, en fait. Tu vois, je pense que ma motivation, c'est ça, c'est me faire plaisir. Quand tu te fais plaisir, tu peux être que positif. Je fais pas ce que j'aime pas, en fait. Tu vois, j'ai la chance, j'ai le luxe de pouvoir ne pas faire ce qui ne me plaît pas. Tu vois, bon, alors c'est facile parce que je suis à mon compte, j'ai le compte à rendre à personne. Mais voilà, s'il y a des gens avec qui j'ai pas envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de passer de temps, je le ferai pas. Donc ouais, c'est que du plaisir. Donc je me lève le matin, j'ai la banane. C'est inspirant ce que tu dis. Ouais, la vie est belle. Moi, j'ai aucune raison de pas être positif. Alors, est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Tu vois, j'allais dire me fixer des objectifs, mais en fait même pas, parce que les objectifs, ça peut être limitant. Une fois que tu y es, tu fais quoi? Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'une vision. Tu vois, c'est plutôt l'objectif est précis, la vision est beaucoup plus large. Voilà, je sais vers où je veux aller, et après, je m'adapte. J'y vais step by step, marche après marche. Voilà. Et puis il y a un chemin, il y a une finalité, et puis sur ce chemin, il y a des opportunités que je saisis, que j'avais pas forcément prévues, et puis ça m'emmène où ça m'emmène. La motivation, elle est naturelle, en fait, elle est de progresser. Oui, c'est le plaisir et l'envie de progresser. Effectivement, voilà. C'est ça qui crée la motivation le plus souvent. Voilà, et je joue, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis que sur mes points forts et pas mes points faibles. Je les évite. Donc, le truc, il est là. Une question qui me vient, c'est en te fixant, en tout cas sur tes qualités et en n'étant pas focus sur, en tout cas, ce qui n'est pas tes qualités. Est-ce que ça t'amène à progresser sur ce que tu dis être tes points faibles? Pas du tout. Et je veux pas progresser sur mes points faibles. Je m'en fiche complètement. Je préfère progresser sur mes points forts parce que c'est ce qui te fait avancer. Le fait de vraiment de faire progresser tes points forts, est-ce que tu t'es pas rendu compte avec le temps que finalement ça avait fait progresser aussi ce que tu dis avec tes points faibles? Non, sans les travailler, sans même alors inconsciemment, je sais pas, consciemment, j'ai pas l'impression. Tu vois, je sais que voilà, les points faibles, c'est la concentration, c'est la rigueur administrative. Je suis toujours aussi mauvais là-dessus. Donc non, j'ai pas la sensation en tout cas. En tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? Non, je pense pas un plan. Mais c'est quoi réussir en fait? Qu'est-ce que tu appelles réussir? Pour moi, réussir, c'est être heureux. C'est pas quadrupler le chiffre d'affaires. C'est pas ça viendra. Si t'es heureux, tu feras les choses comme il faut, tout se développera. Donc un plan. Je sais pas, un plan pour réussir. J'en ai jamais eu moi en tout cas. Tu n'as pas fixé de plan au départ quand t'as créé ta société? Mais quand je l'ai créé, j'ai même pas fait d'études de marché, j'ai rien fait, je l'ai fait au feeling. Donc non, un plan. Du coup, c'est au fur et à mesure en fait que t'as affiné les détails, que t'as construit l'entreprise qui est celle qu'elle est aujourd'hui, quoi. C'est les événements en fait. Tu te dis tiens là, je suis pas performant, faut que j'arrive à améliorer ça. Et c'est au fur et à mesure où tu vois effectivement tes faiblesses. Et quand je détecte une faiblesse, je cherche pas moi à m'améliorer, mais je vais mieux m'entourer. Du coup, tu as beaucoup été sur essai, erreur, remédiation. Pardon. Essai, erreur et remédiation. Voilà, c'est ça. En fonction des résultats que tu avais, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a de la pression quand on est chef d'entreprise? T'en as au départ parce que moi, quand j'ai monté ma boîte, ma femme était enceinte de mon deuxième enfant.
Donc c'est un moment où tu te dis, tu vois, là, t'as le deuxième qui arrive, donc tu te dis, bon, financièrement, faut pas déconner. Donc là, tu l'as un peu le temps que ça se lance. Et puis après, quand c'est lancé, tu l'as beaucoup moins parce que tu sais que tu as les reins solides. Si demain je perds mon plus gros client, ça change absolument rien pour moi au niveau financier. Après, au niveau amour-propre, c'est autre chose. Donc tu l'as au départ, la pression. Tu l'as le temps que ça se lance vraiment. Après, tu fais tout. En fait, tu donnes le meilleur de toi-même. Donc t'as pas de regret à avoir derrière. Si ça marche pas, mais t'as tout donné. Quand t'as du stress ou de la pression, tu fais comment pour la gérer? Je vais à la pêche. Ah oui. Je vais à la pêche. Je me mets sur mon flotte tube et là, je reviens. Tu sais, j'ai l'impression d'être passé à la machine à laver. Je suis tout neuf. Je savais pas que la pêche, ça faisait cet effet machine à laver. Chez moi, en tout cas, c'est un truc. Tu vois, quand je pars en vacances, tous les matins, je travaille entre 1 et 2 heures. J'ai aucun problème, ça me pose pas. Je pars 4 jours à la pêche, je suis incapable de travailler. Répondre à mes mails, j'y arrive même pas. Limite, j'y arrive pas. Et je ressors de 4 jours de pêche, je suis regonflé à bloc, je suis tout neuf, j'ai la patate. Alors, est-ce que quand tu pêches, t'es un peu, donc t'es sur l'eau, j'imagine, j'essaye de visualiser, et puis peut-être t'es un peu en méditation, non? J'ai l'impression en attendant que ça morde. Non, parce que je suis hyper concentré sur ce que je fais. Je suis hyper concentré, donc en fait, j'oublie tout. Et là, du coup, tu arrives à être concentré longtemps, contrairement à ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Exactement. Là, j'arrive à être concentré. Et comment tu l'expliques, du coup? Parce que ça me plaît, c'est pareil, tu vois, quand je fais des formations, écouter un mec parler pendant 3-4 heures, à un moment, ça m'intéresse plus, voilà. Tandis que là, je suis dehors, je fais ce que j'aime, c'est naturel. Bon. Donc, du coup, si tu disais comment faites-vous pour rester concentré, tu me répondrais, je vais à la pêche. Mais tu sais, je m'étais pas fait la réflexion, hein. Mais t'habilles-toi sur quelque chose, effectivement, là, j'arrive à être concentré. Ah ouais, comme quoi, hein, quand ça doit être un moment où finalement toute ton attention est portée sur ton activité et comme il y a beaucoup de plaisir et c'est quelque chose que tu aimes, et du coup tu es tellement centré que tu es concentré un maximum. Ouais. Est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Alors, je suis vachement partagé là-dessus parce que tu vois, au début, je t'ai dit, ouais, effectivement, l'abnégation, tout ça. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il faille rien lâcher. Je pense que au contraire, des fois même, ça sert à rien. Enfin, il vaut mieux lâcher. Enfin, je vais prendre un truc tout bête. J'ai fait le marathon de Paris. Je m'étais fixé un temps. Quand j'ai vu que j'allais pas y arriver, j'ai lâché parce que je savais très bien que j'allais arriver. Mon temps m'aurait déçu. Je risquais de me blesser. Donc, il n'y avait aucun intérêt à continuer. Mais il y a des fois, je pense que quand tu vois que tu vas pas arriver où tu veux, ça sert à rien de s'entêter. Quand tu es sûr que, enfin, vraiment, quand tu es dans une situation où tu es sûr que tu n'arriveras pas à l'endroit que tu t'étais fixé, bon, allez, il y a plein de choses à faire, passe à autre chose, te fatigue pas, te bouffe pas de l'énergie, et puis passe à autre chose. Oui, du coup, c'est plutôt dans un gain d'énergie. Parfois, il vaut mieux lâcher quelque chose qui te coûte beaucoup pour mettre de l'énergie ailleurs. C'est ça que tu veux nous dire? Voilà, tu rebondis sur autre chose. Voilà, puis comme je te l'ai dit, c'est l'échec. L'échec, c'est pas grave. Il y aura d'autres choses. On arrive sur la fin du podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et peut-être des jeunes. Si tu devais donner des conseils à des jeunes entrepreneurs, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors, tu as dit un mot important, c'est le mot conseil. J'ai horreur de ce mot-là. Moi, je donne jamais de conseils. Je partage une expérience parce que on est tous différents et si moi je te donne par exemple, tous les deux on est différents. Si je te donne un conseil en me disant fais pas ci, fais pas ça, parce que moi j'y suis pas arrivé, toi tu peux très bien y arriver. Donc je donne pas de conseils en fait. La seule chose que je pourrais dire, c'est prendre du plaisir, aimer ce qu'on fait, y croire. Voilà, croyez en vous parce que
les conseils, c'est toujours super facile à dire, mais en fait, les seuls qui seront impactés par les actes qui seront réalisés, c'est ceux qui les appliqueront. Donc, il vaut mieux mourir avec ses idées qu'avec celles des autres. Et ça, c'est important. Donc, moi, j'aime pas les conseils. Et puis, alors après, je peux pas finir sans parler de mon philosophe préféré, Jean-Claude Duss. Tu connais Jean-Claude Duss? Oui, bien sûr. Jean-Claude Duss, les bronzés. Jean-Claude Duss, les bronzés, où il a dit un truc, écoute, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, j'adore cette phrase. Ouais, c'est vrai. Bon, lui, c'est pas passé, hein, dans le film. Ouais, mais d'accord. Mais ça peut passer. Voilà. Bah, écoute, je te remercie pour tous ces précieux, pas conseils, mais tous ces. Voilà. Partage d'expérience. Tous ces partages d'expérience que tu as pu nous livrer aujourd'hui dans le podcast. Je te remercie vivement. Et écoute, je te dis à très bientôt au bord du terrain ou à la pêche ou sur un footing. J'espère te voir au bord du terrain. Ouais, j'espère. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Faudrait s'y remettre un jour. Un jour viendra. Faut pas toujours repousser au lendemain. Merci beaucoup, Eric. C'est moi, Sébastien. Merci, à bientôt. Merci pour tout. Salut. C'était Eric Tessandier, chef d'entreprise chez ACS+, et également dirigeant associatif pour l'épisode 6 du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller cette fois-ci à la rencontre d'un athlète dont le métier est coach en vente pour un groupe pharmaceutique. Bonne semaine à toutes et à tous.